période même de la décolonisation. À ce moment, votre peuple s'est réveillé une première fois pour chasser un autocrate incompétent. Vous n'étiez pas là pour la plupart d'entre vous. Mais ce que vous avez fait en octobre, d'autres l'ont fait avant vous. Ce soir, nous sommes ici réunis pour commémorer mais aussi célébrer la vie d'un personnage, mais aussi l'Odyssée ouverte par la patrie des humains intègres, qui a montré la voie à toute l'Afrique dans un épisode très court qui a été brutalement interrompu. Je vais commencer par vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de Thomas et de tous les autres martyrs. Je vous remercie, camarades. Ça va? Oui. Je vous apporte les salutations de tous les membres de mon groupe, le groupe de recherche et d'initiative de la Libération de l'Afrique, qui est né dans la période de la révolution du Burkina Faso, par un hasard et une coïncidence extraordinaire, et qui a cru, comme votre révolution, qu'un développement autocentré est la condition sine qua non par laquelle notre développement du continent est possible. Et ceci est en dehors de la trajectoire du néocolonialisme et bien sûr contre l'adversité de l'Europe. Je vous salue aussi au nom de notre collectif d'avocats que j'ai l'honneur de diriger depuis 20 ans. Ce collectif d'avocats est unique en Afrique et même dans le monde. Sachez-le. Il a pu exister parce que d'abord, il a fallu la pugnacité et le courage de la veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, dont l'intégrité, la simplicité existait déjà du temps où elle était l'épouse du chef de l'État, mais comme simple femme du peuple. Elle a continué avec dignité à attendre une réponse de l'État du Burkina Faso à ce qui est arrivé à son défunt époux et à ses camarades. À quelques jours de la période de la prescription décennale, c'est-à-dire au bout de presque 10 ans, Thomas Sankara était toujours mort d'une mort naturelle, comme le disait son certificat de décès. Le ministre de la Justice, à l'époque, qui est entre-temps devenu chef de l'État, n'avait rien fait pour dire ce qui s'était passé. Entre-temps, il s'était employé à museler et assassiner tous les autres camarades. Et à quelques jours, elle a eu le courage de porter plainte contre X. Et ce courage a été relayé par deux individus exemplaires qui, à l'époque, l'un ne faisait pas de politique et s'occupait principalement de questions de droit. Maître Benwende Sankara, ici présent. Et notre camarade Dieudonné Kunku, d'origine congolaise,
qui ont enregistré la première plainte dans l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons constitué à cette époque un collectif d'une vingtaine d'avocats venant de tous les horizons, des pays du Nord comme des pays du Sud. Et nous avons mené inlassablement pendant ces 20 dernières années un travail de fourmi méthodique contre l'État-parti dirigé par l'odieux autocrate, mais aussi contre la France-Afrique. Ce moment est historique parce qu'à l'époque, j'avais été invité le 7 octobre, je devais être en 1987 à Ouagadougou pour les célébrations en hommage au Tché. Malheureusement, c'était une période où je venais d'avoir ma fille, la plus jeune de l'époque, et je n'ai pas pu venir. La semaine suivante, Thomas Sankara avait été assassiné. En voulant donner ses prix et en le donnant au Tché, Thomas montrait non seulement l'importance que Cuba a eu à remplir pour l'Afrique, et les Africains ne sont pas assez reconnaissants pour ce que le Tché et Cuba ont fait pour l'Afrique. Je tiens une fois de plus dans cette tribune à rappeler que si l'Afrique d'aujourd'hui est libre, c'est principalement grâce à l'effort des Cubains qui ont lutté pour l'Algérie, pour le Congo, pour la chute de l'apartheid, sans lequel l'apartheid ne serait pas tombé, à la grande bataille de Puerto Cunovale, où le sang des Cubains a été donné pour qu'aujourd'hui nous puissions être ici fiers et en parler. Camarades, il y a eu 30 années de résistance dans votre pays. Il faut essayer de comprendre ce que Thomas a fait dans une période, et je ne serai pas long. Il a non seulement incarné cet homme nouveau dont Che Guevara parlait, mais il l'a traduit dans sa pratique quotidienne. Il a démontré qu'un pays pauvre, enclavé, était capable de compter sur ses propres forces en atteignant l'autosuffisance alimentaire, en changeant les mentalités masculines, en donnant du pouvoir aux femmes, en permettant par une réforme agraire une redistribution de rôles sociaux, mais surtout et par-dessus tout, une gestion patriotique des deniers publics, une lutte contre l'enrichissement illicite, une simplicité volontaire. Sa politique internationaliste était exemplaire. Elle était panafricaine, dans un moment où le néolibéralisme était en train de renaître et où nos pays vont être soumis à l'ajustement structurel pendant 30 ans. Cet ajustement structurel a défiguré les espaces de souveraineté de nos pays. Il a procédé à la réfection des codes miniers, il a désengagé l'économie des mains de l'État, il a orchestré la dépolitisation de la société civile, il a instrumentalisé la coopération internationale. Et cela, Thomas Sankara l'avait très vite compris, non seulement au niveau de l'application du discours de l'orientation populaire, mais même dans les réalisations que le Burkina avait accomplies dans les 2 premières années de la Révolution. Ce qui a fait le danger du Burkina de l'époque, c'était de l'effet de contagion au niveau d'une jeunesse africaine déjà déçue d'une indépendance inachevée. L'effet de contagion idéologique était craint non seulement par le dispositif néocolonial, mais aussi par toutes les micronations qui entourent le Burkina. C'est la raison principale pour laquelle l'expérience burkinabé devait être freinée. Je rappelle que c'est la seule et unique dernière expérience révolutionnaire sur le continent africain. Il n'y en a pas eu d'autre. En la freinant, une révolution, ce n'est pas changer de régime, c'est changer les rapports de production. Et le Burkina avait entamé des avancées révolutionnaires en ce domaine. Voilà pourquoi cette expérience ne devait pas continuer. Et même lorsque l'apartheid va tomber en Afrique australe, l'impérialisme va s'acoquiner avec les bourgeoisies locales pour qu'on ne réussisse pas le RDP et qu'on le remplace par le GER, qui était un plan d'ajustement structurel que l'Afrique du Sud s'infligeait elle-même
afin de ne pas faire fuir les investisseurs. C'est vous dire la complexité dans laquelle a évolué l'équipe qui dirigeait le Burkina révolutionnaire et que votre jeunesse doit absolument comprendre pour comprendre le rapport de force qui s'était joué à cette époque-là. Très tôt, on va s'employer à entretenir la zizanie. J'ai eu à écrire sur votre révolution de façon critique en montrant que le volontarisme peut paraître comme une des maladies infantiles des révolutionnaires, dans le sens que l'avant-garde, malgré ses bonnes intentions, est en avance sur son peuple. Et cette avance, le peuple et la capacité de sacrifice de ce peuple peut facilement être instrumentalisé par l'impérialisme, qui va exploiter les zizanies, les difficultés d'union. Ces difficultés d'union, elles se reposent aujourd'hui. Cette salle, normalement, devrait refuser du monde. C'est parce que la famille sankariste est divisée. Nous devons nous remobiliser. Les mêmes divisions qui ont précipité la fin de Thomas sont toujours sous-jacentes. L'impérialisme et ses valets locaux vont s'employer à diviser nos rangs ou à créer des partis fantômes pour empêcher la cristallisation de notre frange révolutionnaire. Ces 30 années de néolibéralisme, Thomas avait compris qu'elles allaient arriver. Et il avait fait dans son discours contre la dette la stratégie même que devaient mener les pays africains de refuser de payer la dette et de créer un front d'opposition contre ce que l'impérialisme était en train de faire. C'est-à-dire le désengagement de nos espaces de souveraineté et le réalignement dans une nouvelle ère d'un capitalisme renouvelé que j'appelle le supra-impérialisme. Malheureusement, ses collègues chefs d'État, les syndicats de chefs d'État ne l'ont pas compris. C'est le moment opportun que l'impérialisme a utilisé pour comploter. Vous voyez aujourd'hui dans les journaux beaucoup de couvertures internationales, françaises, etc. sur qui a tué Thomas, etc. Le ton général, c'est que c'est une petite affaire de zizanie entre des frères qui se sont entretués. En réalité, nous savons pertinemment les ramifications internationales derrière ce complot. Nous savons que si la trahison a existé ici, comme elle a existé avec Lumumba, comme elle a existé avec Cabral, il y a une dimension internationale à ce conflit. Nous avons essayé, pendant que l'État était sous ajustement, de mener ici même dans ce pays la lutte pour la vérité. Et une fois de plus, le courage et la ténacité de Maître Sankara, de son équipe, ont été mis à dure épreuve par une magistrature à l'époque à la solde du régime. Nous avons perdu en Cour suprême. Nous avons apporté le cas devant les Nations Unies. C'était la première fois que ça se faisait. Et contre toute attente, nous avons gagné en 2006 aux Nations Unies. Cette victoire aux Nations Unies était une victoire à la Pyrrhus. L'État reconnaissait des droits à la famille. L'État reconnaissait qu'il fallait rectifier le certificat de décès, compenser cette famille et faire connaître la vérité. Mais l'impérialisme était toujours aux commandes. Certains des experts se sont très vite satisfaits des réponses données par l'ancien régime. On a enlevé le mot naturel du certificat de décès, donc Thomas est juste mort. Et ils ont contrefait la compensation en donnant une somme exorbitante qu'ils n'ont jamais voulu donner de toute façon, parce qu'il y avait une erreur sur le zéro dans la somme de compensation que la famille ne voulait pas de toute façon sans connaître la vérité. Nous savions à ce moment déjà que l'impérialisme travaillait. Mais le droit international avait été réécrit. Et ce précédent dans la lutte contre l'impunité restera à jamais gravé dans la lutte pour la justice en Afrique. C'est grâce à cela que des générations entières, à chaque anniversaire, ont porté dans leur cœur et dans leur action la lutte pour la justice dans l'affaire Sankara. Nous avons toujours su que petit à petit, ce travail allait être relayé autant au Burkina Faso qu'à l'extérieur. Et lorsque nous avons organisé
l'arrivée de Mariam Sankara pour le 20e ici, vous aviez déjà pu mesurer la popularité de Sankara il y a une dizaine d'années. Lorsque le régime a voulu s'accrocher par ce tripatouillage constitutionnel, il a aggravé son cas. Mais votre jeunesse, à l'instar de toutes les jeunesses, de celle de Tunisie, de celle de l'Égypte, a gardé, lorsqu'elle est engagée, une grande capacité d'indignation. Malheureusement, à l'instar des indignados en Espagne, à l'instar de ceux qui se sont opposés à Seattle, ces jeunes ont été dépolitisés, refusent l'organisation politique et s'en méfient, et veulent faire la politique autrement. Le résultat, c'est que même lorsqu'ils renversent les régimes, ils ne savent pas quoi faire du pouvoir qu'ils ont dans les mains. Et souvent, ils se retournent vers les militaires ou vers d'autres autorités professionnalisées qui s'emparent de leur victoire. C'est pourquoi il faut aller au-delà de la réaction, au-delà de l'indignation et s'organiser politiquement pour non seulement la conquête du pouvoir, mais la mise en œuvre de ce pouvoir. Ce n'est que comme ça que la séparation des pouvoirs est possible, qu'une magistrature peut travailler de façon intègre et aller jusqu'au bout de l'effort que nous essayons d'accomplir. Votre jeunesse s'est sacrifiée lorsque le régime en place, pendant tant d'années, qui se croyait indéboulonnable, a tenté de résister. Ce régime s'est accoquiné avec des nébuleuses terroristes dans la sous-région, complice dans le démantèlement de l'État libyen, dans la partition de la Côte d'Ivoire et du Mali, dans l'instrumentalisation des conflits. Comme je l'ai illustré dans mon film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, les puissances de l'OTAN, les puissances de l'OCDE ne sont plus capables de maintenir nos pays par l'économie. Nos propres taux de croissance sont supérieurs aux leurs. Les pays émergents, la Chine, l'Inde, ont des taux de croissance supérieurs. Ils proposent des formes de coopération qui les mettent en difficulté. La seule possibilité de garder sous tutelle nos pays, c'est par la géopolitique et la géostratégie. C'est ainsi que les néocons à Washington ont instrumentalisé les nébuleuses terroristes, non seulement pour le pavage du Moyen-Orient, mais aussi de l'Afrique. Cela a permis, avec des pays supplétifs comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, de financer des nébuleuses terroristes. C'est ce qu'on appelle le syndrome pompier-pyromane. D'une main, vous soutenez en coulisses des forces déstabilisatrices, et de l'autre, vous venez à la rescousse de pays qui ne peuvent pas se défendre. C'est ainsi que la stratégie du Pentagone et de la CIA a travaillé pendant des années, avec la participation de plusieurs de nos leaders. Aujourd'hui, cette insécurité est devenue générale. Et, n'ayant pas la capacité de pouvoir nous défendre, le parapluie géopolitique, les bases militaires encerclent le continent africain. À partir de Stuttgart, une base immense qu'on appelle l'Africom, géopolitiquement contrôle tout le continent. Une quarantaine de facilités militaires rien que pour les États-Unis. Ceux de la France sont au moins autour de 17. Il y a maintenant des Chinois, des Japonais et même des Turcs qui ont des bases sur le continent africain. Une situation qui n'a existé qu'à l'époque qui précède le scramble, c'est-à-dire le pillage des ressources et lorsque les puissances avaient divisé notre continent. Ce 21e siècle, si Thomas aujourd'hui était là, vous saurez pertinemment qu'il lutterait contre la présence de ces bases militaires, il lutterait vous savez pertinemment qu'il lutterait pour la souveraineté de nos États, pour la maîtrise de nos ressources nationales. Aucun pays africain, au moment où on se parle, n'est capable de maîtriser ses ressources nationales. Il n'en reçoit que des redevances. Le pays où je travaille, le Canada, sans passé colonial en Afrique, est devenu la première place forte minière au monde. Par quel hasard? Parce que les firmes multinationales juniors
en ne payant qu'une fiscalité moindre, y ont trouvé refuge. Et grâce à la réfection des codes miniers, institués par les avocats burkinabés, par l'ancien régime, l'essentiel des mines, du pétrole et des métaux rares du continent sont accaparés par des firmes juniors qui laissent des subsides ridicules de 4 à 7% à nos pays avec lesquels on va pouvoir construire une économie, ce qui est impossible. Camarades, je pourrais passer la nuit à vous parler, mais je serai très bref. Cette lutte contre l'impunité que nous menons, ici au Burkina, elle est valable pour toute l'Afrique. Cette lutte contre l'impunité, il faut la comprendre dans une conception mondiale. J'arrive de Caracas, un pays extrêmement intéressant, menacé de l'agression et asphyxié par l'embargo américain. Si le Venezuela tombe, c'est l'espoir de plusieurs pays de sortir de ce que je viens de vous décrire qui risque de tomber. Voilà pourquoi il faut être solidaire dans ces luttes contre l'impunité. Si nous gagnons cette lutte contre l'impunité, ça voudrait dire que l'état de la transition, le nouveau gouvernement qui vous dirige, aura su donner des pouvoirs aux juges qui jugent l'affaire Sankara. Vous savez, nous avons demandé l'exhumation de sa dépouille et de ses camarades. On n'a pas trouvé de traces d'ADN prouvant qu'il est mort. Mais nous savons bien qu'il n'est mort que physiquement. Il vit parmi nous et il nous regarde. J'en appelle à souder vos rangs. Nous avons plus de choses qui nous unissent que celles qui nous divisent. Si la famille aujourd'hui est divisée, il faut qu'elle comprenne que si nous gagnons cette lutte contre l'impunité, si le sankarisme revit dans chacun de vous, sur les petites cartes postales que je vous ai distribuées, il y a ces martyrs. Ils doivent être les derniers du continent. Votre génération doit maintenant passer à la phase supérieure. Cette phase supérieure, je vous demanderai de nouveau de vous lever. Cette phase supérieure, Thomas Sankara disait dans son discours à Harlem, « Quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. » Je vous remercie.